va passer maintenant au focus thématique consacré à la présentation de la stratégie de défense pour l'Arctique du ministère des Armées. Une première pour cette région qui contribue à la profondeur stratégique de la France. Si la stratégie est nouvelle et répond aux mutations rapides de cet espace, la France y porte un intérêt ancien. Dès 1963, la France est la première nation à établir une base de recherche au Svalbard. En 2000, la France acquiert un statut d'observateur au Conseil de l'Arctique et elle participe également à l'Arctic Security Forces Roundtable, l'une des rares instances de dialogue militaire sur la zone. En 2018, pour la toute première fois, le Rhône, un bâtiment de soutien et d'assistance hauturier, effectue en totale autonomie la traversée du passage du Nord-Est, sans brise-glace. C'est une belle démonstration de la maîtrise de nos marins. Le ministère des Armées développe ses coopérations sur l'Arctique avec les pays riverains, dont la Norvège, où le ministre des Armées a participé à la visite d'État à Oslo les 23 et 24 juin dernier. Et la région arctique représente un espace d'intérêt stratégique croissant à la croisée des enjeux militaires, climatiques, économiques et géopolitiques. L'Arctique est en effet devenu un espace d'expression de puissance pour plusieurs acteurs de la région. Les évolutions dans cette zone pourraient avoir à terme un impact significatif sur les intérêts français et européens. Cette réalité a été identifiée dès 2017 par la Revue nationale stratégique qui décrivait l'Arctique comme un possible espace de confrontation. Et aujourd'hui, les mutations régionales s'accélèrent. Dans ce contexte évolutif, la stratégie du ministère des Armées détermine les enjeux et objectifs stratégiques de défense en Arctique. Mais je ne vous en dis pas plus et cède la parole à M. Tristan Claret-Trentelive, chef de département au sein de la DGRIS, qui va vous présenter plus en détail cette stratégie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Tristan Claret-Trentelive, chef de département en charge des stratégies au sein de la direction stratégie de défense, prospective et contre-prolifération à la DGRIS. En introduction, je souhaiterais rappeler que l'article a été identifié dès la revue stratégique de 2017, comme vous l'avez dit Madame la déléguée, comme, je cite, un espace de confrontation potentiel. Dans la continuité, le président de la République avait mandaté l'ambassadeur pour les pôles afin d'élaborer une stratégie polaire interministérielle, finalement publiée en avril 2022. Bien que celle-ci ait été centrée sur les enjeux de coopération scientifique, elle soulignait déjà le caractère stratégique croissant de cette région. C'est donc dans le prolongement de cette stratégie polaire interministérielle qu'ont été lancés les travaux préparatoires à l'élaboration d'une stratégie de défense pour l'Arctique, présentée aujourd'hui, qui constitue la première stratégie dédiée à la région pour le ministère des Armées. Réalisée sous le pilotage de la direction stratégie de défense, prospective et contre-prolifération de la DGRIS, cette stratégie a fait l'objet d'échanges avec toutes les entités intéressées du ministère des Armées, qui ont été associées et consultées, notamment à l'état-major des armées et dans les états-majors d'armées. Ces grands axes ont également été partagés en amont avec nos alliés de la région arctique, dans le cadre de nos dialogues stratégiques bilatéraux, afin d'assurer de la convergence de nos analyses de la situation et de nos vues avec nos principaux partenaires intéressés. Je vous propose d'articuler la présentation de cette stratégie de défense autour de 3 axes. D'abord, un panorama rapide du contexte stratégique de l'Arctique. Ensuite, un éclairage sur les enjeux spécifiques pour la France. Et enfin, les objectifs et lignes directrices de cette stratégie de défense. Suivante. L'Arctique est aujourd'hui le théâtre de mutations rapides, à la fois climatiques et géopolitiques, 2 dynamiques étroitement imbriquées. Le réchauffement y est environ 2 fois plus rapide que dans le reste du monde. Le dégel progressif rend désormais accessibles des ressources minérales et énergétiques sous-marines. Selon les Nations Unies, la région abriterait ainsi près de 13% des réserves mondiales de pétrole non découvertes et 30% des réserves de gaz naturel non encore découvertes, ainsi qu'environ 130 millions de tonnes de terres rares et de métaux critiques, concentrés principalement en Russie, au sud du Canada et au Groenland. En parallèle, le retrait progressif de la calotte glaciaire, notamment durant l'été, ouvre progressivement de nouvelles voies maritimes, à l'image du passage du Nord-Est ou route maritime du Nord, reliant l'Europe à l'Asie via les eaux russes. Cette route pourrait, à l'horizon 2050, réduire de 40% le temps de transit entre les 2 continents, avec des gains logistiques et économiques potentiellement significatifs. L'Arctique est également, de façon croissante, un espace d'expression de puissance pour plusieurs compétiteurs stratégiques majeurs et, plus largement, fait l'objet d'importants réinvestissements de nombreuses puissances à travers des stratégies dédiées à l'Arctique et des efforts capacitaires significatifs.
Pour la Russie, cette région constitue une zone d'intérêt vital, notamment en raison de la présence de sa composante nucléaire. Notons que sa doctrine navale actualisée en juillet 2022 illustre cette priorité, en rehaussant le statut stratégique de l'Arctique dans la hiérarchie de ses priorités régionales. Moscou y déploie ainsi un dispositif capacitaire complet qui lui permet désormais d'agir dans tous les champs de conflictualité. La Chine, pour sa part, manifeste également un intérêt croissant pour cette région. Depuis la publication de son livre blanc sur l'Arctique en 2018, elle se positionne en effet comme une puissance polaire internationale ou comme un pays du proche Arctique. À travers ces désignations, Pékin cherche à légitimer sa présence dans la région, à développer son expertise scientifique et à renforcer ses capacités d'action, notamment dans le domaine commercial. Elle investit activement dans les infrastructures portuaires et les télécommunications, tout en se dotant de moyens spécialisés, comme les brise-glaces, et ce, dans une approche souvent duale. La coopération sino-russe s'intensifie par ailleurs, comme en témoigne la signature l'année passée d'un mémorandum entre leurs forces de sécurité intérieure ou par l'organisation de patrouilles conjointes de garde-côtes. Les États-Unis portent également une attention croissante à cette région, qui se traduit par une ambition en matière de développement capacitaire, notamment de brise-glace, et par une coopération accrue avec ses partenaires riverains de l'Arctique. Une première stratégie de défense spécifique à l'Arctique avait déjà été adoptée en 2019 par les États-Unis, avant d'être actualisée à l'été 2024. Washington a également signé de nombreux accords avec les différents pays scandinaves dans l'objectif d'élargir ses facilités logistiques dans la région et d'ouvrir de nouveaux sites d'entraînement. Le Royaume-Uni, pour sa part, avait annoncé dès 2023 l'ouverture d'une base militaire dans le nord de la Norvège et mène par ailleurs des missions ISR dans l'espace aérien finlandais, en bordure de la frontière russe. Son implication opérationnelle est en effet nettement renforcée depuis quelques années. Le Canada, la Norvège, la Finlande et la Suède intensifient également leurs investissements arctiques. Ces pays modernisent leur flotte de garde-côtes, renforcent leurs infrastructures et développent des partenariats accrus sur la région. Le Canada, en particulier, a récemment fait de l'Arctique une priorité sécuritaire, adoptant en décembre 2024 une stratégie dédiée. Ottawa investit massivement dans ses capacités militaires et civiles afin de consolider son contrôle sur le passage du Nord-Ouest. La Norvège figure parmi les États les plus engagés. Elle a publié une stratégie arctique dès 2020 et relevé en 2022 le niveau d'alerte de ses forces armées. Enfin, l'OTAN renforce de fait sa présence dans la région avec l'intégration de la Finlande et de la Suède, portant à 7 le nombre d'États riverains membres de l'Alliance, et intensifie les exercices d'ampleur dans cette région, à l'image de Nordic Response en 2024. Elle s'appuie également sur ses centres d'excellence, notamment en Norvège, pour approfondir son expertise opérationnelle dans cet environnement extrême. Suivante. 4 enjeux stratégiques majeurs se dégagent pour la France dans ce contexte. Le premier est bien sûr celui de la défense collective et de la sécurité européenne. Dans l'espace euro-atlantique, notre appartenance à l'OTAN et à l'Union européenne nous lie stratégiquement à 7 des 8 membres du Conseil de l'Arctique. Cette solidarité peut, le cas échéant, impliquer la mise en œuvre des clauses de défense collective à travers l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord ou l'article 42 alinéa 7 du traité de l'Union européenne. La France pourrait alors être amenée à soutenir un État allié ou à contribuer au maintien de la stabilité dans la région, y compris par l'engagement de ses forces. Le deuxième enjeu réside dans l'accès à l'espace arctique pour les forces armées françaises face à la contestation croissante des compétiteurs et au risque de débordement en Atlantique Nord. Les bouleversements géographiques rapprochent l'Europe du Pacifique, ce qui impose à la France de préserver sa capacité de projection et de manœuvre dans cet espace arctique, afin de préserver sa capacité à opérer dans l'Arctique, d'autant plus que les forces militaires des compétiteurs de la France y renforcent une présence susceptible de modifier les équilibres stratégiques. Le troisième enjeu porte sur la sécurisation des approvisionnements en ressources critiques, notamment énergétiques, que ce soit au niveau des chaînes d'exploitation ou de transport, et plus spécifiquement en minerais stratégiques, dont les ressources dans la région sont considérables. Par ailleurs, de nouvelles routes aériennes polaires s'ouvrent régulièrement en raison des progrès réalisés dans le domaine de la navigation circumpolaire. Enfin, un quatrième enjeu concerne la protection des biens et des personnes, qu'ils soient français ou européens. Le ministère des Armées est en effet à ce jour le seul acteur étatique capable d'intervenir dans cette région, notamment pour des missions de service public élargies, opérations de recherche et de sauvetage, lutte contre la pollution accidentelle ou appui logistique en environnement extrême. Face à ces défis, le projet de stratégie arctique identifie comme zone d'intérêt prioritaire l'arc situé entre le Groenland et la mer de Kara.
Vous pouvez l'observer sur la carte projetée à l'écran. Cette frange périphérique de l'Europe constitue pour la France un espace dans lequel elle entend préserver sa liberté d'action. Suivante. Alors certes, l'Arctique reste pour le moment un théâtre secondaire pour la France, mais voit sa dimension stratégique se renforcer et nécessite de ce fait une attention croissante dans les décennies à venir. Le projet de stratégie de défense arctique souligne donc que si la France ne peut évidemment placer l'Arctique au sommet de ses priorités, la décennie à venir doit cependant être considérée comme une phase de latence organisationnelle et capacitaire, permettant de pouvoir à terme y défendre nos intérêts, en particulier dans cette zone d'intérêt prioritaire. Pour ce faire, le projet de stratégie propose 3 objectifs stratégiques. Premièrement, contribuer au maintien de la stabilité de la zone arctique. Deuxièmement, préserver la liberté d'action française et européenne, commerciale comme militaire, dans les espaces communs de la zone. Troisièmement, développer des capacités militaires françaises permettant d'opérer, voire de combattre, dans et depuis l'Arctique. Ces objectifs sont déclinés selon 3 piliers, qualifiés respectivement de positionnement stratégique, de coopération et de capacitaire. Le pilier positionnement d'abord. Il a pour vocation de renforcer la visibilité et la légitimité de la France dans la gouvernance de l'Arctique, et qui implique, entre autres, une participation accrue aux instances et forums traitant de cette région, et l'intégration d'un volet arctique plus systématique dans nos dialogues politico-militaires avec les membres du Conseil de l'Arctique. Le pilier coopération, ensuite, qui a pour objectif d'évaluer les objectifs des acteurs présents et de déterminer les périmètres des convergences éventuelles. Il implique la mise en œuvre de partenariats bilatéraux renforcés avec nos pays partenaires, tels que le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Finlande et la Norvège, dans des domaines variés, allant de la logistique au renseignement, en passant par la montée en gamme de nos entraînements conjoints dans la région. Je souligne en particulier la densité du développement de la coopération de la France avec ce pays, comme illustré le mois dernier encore par la visite du ministre des Armées en Norvège, la 2e en 2025. Ce pilier coopération implique également le renforcement du rôle de la France au sein de l'OTAN. Le renforcement de l'interopérabilité dans cette région avec nos alliés doit en effet pouvoir contribuer à la consolidation de notre posture régionale, à l'élévation du niveau d'ambition d'exercices multilatéraux et au développement de capacités adaptées aux contraintes arctiques, dans l'objectif d'envoyer un message de stabilité régionale. Le pilier capacitaire, enfin, puisque les conditions qui règnent dans cette région nécessitent des moyens spécifiques, que ce soit dans le domaine spatial, qui joue un rôle essentiel, tout autant pour la surveillance maritime, les télécommunications ou l'exploitation des orbites polaires, que dans le domaine naval. Le renforcement des capacités existantes, qu'il s'agisse de la mise en place de senseurs ou de systèmes de protection spécifiques, permanents ou de circonstances, sera étudié au cas par cas durant la prochaine décennie, en analysant le niveau de durcissement nécessaire au regard du surcoût potentiel induit. Voilà qui achève cette présentation synthétique du contenu de la stratégie de défense pour l'Arctique. La publication aujourd'hui de la stratégie de défense pour l'Arctique n'est qu'une première étape qui conduira à son portage et à sa déclinaison par les différentes entités concernées du ministère. Elle fera notamment l'objet d'un événement dédié à la rentrée de septembre, la conférence Arctique de Paris 2025, co-organisée par le ministère des Armées et l'IFRI. Les dates exactes de cet événement seront communiquées très prochainement. Des exemplaires papier de la stratégie de défense pour l'Arctique sont à votre disposition au fond de la salle, exemplaires que nous vous invitons à récupérer en sortant, à l'issue du point presse. Le texte de la stratégie sera également disponible en ligne sur le site internet du ministère des Armées. J'en ai terminé avec cette courte présentation.